Et c'est dans ma rencontre avec les autres que j'ai compris en fait la valeur de ce que je disais, voilà, la valeur de l'expérience. Et c'est là où j'ai commencé à me dire, mais en fait, la théorie n'est pas la vie, la théorie n'a pas gain de cause sans l'expérience. Il faut prendre absolument en compte la question du vécu. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre en fait que la théorie ne s'oppose pas à l'expérience, mais elle se tricote. Et que ce qui donne valeur à la théorie, c'est l'expérience et non pas l'inverse. Donc du coup, j'ai cheminé comme ça, et puis j'ai fini par faire des formations et à démarrer un travail en fait parce que j'ai été travailleur social pendant de nombreuses années, donc dans l'accompagnement, les personnes en souffrance psychique liée à l'exclusion. Donc j'ai vraiment, je dirais, côtoyé des gens qui vivaient l'extrême. Il y a eu même une période où j'ai travaillé avec des femmes et des hommes victimes de violences. Donc voilà, et chemin faisant, donc je me suis formée et je suis rentrée dans le monde avec une étiquette d'abord de coach de vie, et puis ensuite de consultante intuitive, et puis comme je me passionnais par l'astrologie, de praticienne en astrologie, et puis j'ai découvert l'astrologie sidérale qui est l'astrologie des étoiles, hein, c'est-à-dire que là, voilà, j'ai découvert petit à petit tous les mensonges dans lesquels j'étais enfermée, dans lesquels notre monde était enfermé. Et puis moi, j'avais vraiment une quête de comprendre, mais aussi de transmettre. C'est-à-dire que je suis allée décortiquer vraiment les processus, les mécanismes. Et en 2006, j'avais sorti un premier bouquin qui s'appelait L'inceste de l'autre côté du miroir, du fil du rasoir au fil de la tendresse. Et 20 ans après, j'ai envie de reprendre ce livre et de l'augmenter de tous ce parcours qui m'a emmené, je dirais, des ténèbres, de l'enfer, du plus profond qu'un être humain puisse être, voilà, comme une espèce de larve au fin fond des ténèbres, et qui m'a fait connecter avec des énergies extrêmement hautes et puissantes, parce que j'ai traversé des expériences hors normes. Et tu avais eu l'occasion de me donner la parole dans le chou concernant cette expérience, hein, une expérience pranique. Voilà, et en fait, voilà, la vie, elle m'a donné l'opportunité de passer d'un extrême à l'autre, et puis après, c'est un ajustement. C'est comment retrouver cet art du juste milieu, ce mouvement de la vie où la vérité ni là ni là, hein, quelque part, on est dans des impasses. Il y a quelques années en arrière, on t'a diagnostiqué un cancer. Comment tu l'as réceptionné dans les premières minutes, ce diagnostic-là? Alors, ça a été, alors c'était l'année dernière, hein, donc c'est pas si vieux que ça. Et en fait, moi, ça faisait quand même depuis 2020 que je me voyais tomber en 1000 morceaux. Alors, en plus de ça, la posture que j'avais développée à l'intérieur, tu vois, c'est que j'étais dans cette posture de l'observateur où je voyais tout, je comprenais tous les processus, mais j'étais impuissante à changer quoi que ce soit. Et donc du coup c'était terrible, parce que comprendre, encore une fois, ça n'empêche pas de passer dans l'expérience. Et en fait, ce que j'ai compris dans la gestion des traumatismes, c'est qu'à un moment donné, le corps, il a besoin de trembler pour libérer. Et que naturellement, la vie, elle va provoquer ces tremblements à travers des épreuves, à travers des situations, des événements, des choses. Et donc du coup, dans cette errance médicale, parce que ça a duré quand même pendant 5 ans, donc ça a démarré à la période du coco, et puis ça a duré où ça s'effondrait, où je commençais à comprendre plein de choses. C'est-à-dire que ce que je pensais régler depuis des années, c'est-à-dire qu'il y a eu des plateaux,
hein, où d'un seul coup, t'as l'impression que t'es arrivé. Et puis en fait, non. C'est-à-dire que le corps, notre biologie, naturellement, quand elle sent qu'il y a suffisamment de sécurité à l'intérieur, elle va générer l'effondrement. L'effondrement, le chaos est nécessaire à la métamorphose. Donc c'est pas parce qu'on vit un effondrement que c'est négatif. Ça fait partie du processus vital. Et là donc je me voyais m'effondrer. Et j'allais chez les médecins. Et on me renvoyait toujours à ce même truc, c'est dans votre tête. Voilà. Donc moi j'étais l'impression de tourner en boucle, toujours dans les mêmes processus. Et donc forcément, bah, j'ai pris ma santé en main, je suis allée dans l'expérience, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça, j'ai essayé ça. Et, euh, et donc, c'était quoi la question? La question, alors, mais tu vois, c'est ça que j'aime bien, parce que moi, je laisse l'espace, on vide un petit peu les choses, parce que depuis le début, t'essaies de nous partager le meilleur, en fait, de tout ce que tu as compris, de tout ce que tu as traversé, de tout ce que tu as expérimenté. Mais concrètement, comme moi, ma question de base, c'est comment l'humaine que tu es a réceptionné le diagnostic dans les premières minutes. Parce C'est qu'en ça, fait, c'est ça, c'est on ça. a bien compris que tu avais beaucoup de convictions, d'expériences, qu'elles soient philosophiques, spirituelles, psychologiques, physiologiques. Mais seulement, c'est que quand on se retrouve face à un diagnostic aussi fort que celui du cancer, tout d'un coup, on se retrouve comme un humain. Et je voulais savoir comment cette super-humaine a Oui, oui, vécu oui. humainement, en fait, ce diagnostic. Très humainement. En fait, moi, ça faisait juste 3 ans qu'on me refusait des coloscopies et beaucoup de gens autour de moi me disaient mais ça se trouve, t'as rien quoi. Et moi, je sentais bien qu'il y avait quelque chose. Et donc, du coup, il a fallu vraiment que je fasse du forcing. Et c'est au terme, comment dire, d'une situation très précise où je n'ai plus évacué pendant 2 mois que j'ai enfin obtenu une colo en urgence. Et là, diagnostic. Et là, tu vois dans les dessins animés, la flaque d'eau, là, il y avait d'une part une libération parce que je sentais qu'il y avait quelque chose et que c'était pas dans ma tête. Et d'ailleurs, j'ai quand même eu le droit aux excuses hein, du gastro. Euh, et d'un autre côté, j'ai été confrontée à la mort, quoi. Et il y avait un truc à l'intérieur de moi qui disait tout ça pour ça. Ah, tu vois, ça me met l'émotion, tu vois. C'est traverser. Je veux dire, moi, j'ai eu l'impression d'avoir une vie de guerrière, d'Amazone, tu vois, où je me disais, mais finalement, je veux dire, est-ce qu'il y a un plateau à un moment donné où on arrive et puis où c'est terminé, ça y est, c'est bon. Et là, voilà, c'est vraiment le diagnostic extrême. Et, et ça a été un écroulement pendant 15 jours, j'ai été en état de choc. Je pleurais, je pleurais, je pleurais, et là, il y a un truc hyper puissant qui s'est passé, parce que bon, comme d'hab, je vis mes émotions à fond. Et donc, du coup, je me suis effondrée littéralement au fond de moi-même. Et il y a un truc qui m'a dit, alors, tu veux vivre ou tu veux mourir? Moi, ça faisait 5 ans que j'étais zombie, que j'étais dans les consensus mous avec moi-même, où il y avait des fois où je disais j'ai envie de partir d'ici, j'en veux plus. Et puis d'autres moments où c'était bah non, j'ai envie de vivre, il y a mes enfants, il y a plein de choses Et notamment cette idée de réécrire ce livre, tu vois, je me disais, mais ça c'était un leitmotiv très fort. Et là, quand j'ai été au fond du puits, ça a été, mais je veux vivre. Mais il n'y avait plus la question qui se posait. Il est hors de question que je crève là maintenant, c'est pas mon heure, c'est terminé, tu vois. C'est-à-dire ce flou dans lequel j'étais, là, d'espèce de truc à la mort moineux pendant 5 ans où j'étais tellement épuisée que je ne savais plus rien de qui j'étais, de ce que je voulais faire, une espèce de. J'avais l'impression que énergétiquement j'étais complètement rabougrie, tu vois. Et là, d'un seul coup, ça a été. Ça a tranché. C'est je veux vivre. Et j'étais plus dans les consensus mous, il n'y avait plus rien. Et là, en fait, quand ils m'ont proposé le diagnostic qui était la chimio-radiothérapie, moi, ça faisait plus de 40 ans, puisqu'il a fallu que je sorte des chemins, des sentiers battus hein, pour trouver mon propre chemin, hein, et en termes de santé psychique et en termes de santé physique. Jamais, au grand jamais, j'aurais imaginé
accepté cette chimio-radiothérapie cumulée, hein. Donc ils m'ont dit, ça va être des grosses brûlures. Oui, je l'ai senti passer. Des très 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 grosses brûlures. J'ai vécu l'enfer. Mais il paraît qu'on brûle du karma avec la radio et la chimiothérapie. Là, j'ai brûlé. Mais pour moi, il n'y avait pas d'autre. C'était l'évidence. Il fallait que cette tumeur, elle rétrécisse, parce qu'en fait, je n'évacuais plus et que je risquais l'empoisonnement, en fait, tout simplement. Il fallait vraiment que j'évacue. Donc, pour Oh, moi, t'étais même déjà en train de t'empoisonner après 2 mois. Il suffit de 4 jours, 3-4 jours de constipation pour commencer à s'empoisonner, hein. Donc, ah ouais. il n'y a pas besoin, oui, alors c'est minime, mais il n'y a pas besoin d'attendre 2 mois de constipation pour commencer à s'empoisonner. Donc, tu as ce diagnostic. On comprend bien que tu es plutôt une personne, on va dire, du côté naturel de la force, et que là, tu as le diagnostic et tu suis quand même dès le départ, sans réfléchir, ou quand même, est-ce qu'il y a une réflexion dans ces protocoles allopathiques durs? Moi, si tu veux, comment dire, j'ai appris à fonctionner avec l'évidence. C'est-à-dire que quand je suis face à un choix, à un doute, je ne prends aucune décision mentale, c'est-à-dire que je ne vais pas réfléchir avec ma tête, je vais laisser l'évidence s'imposer. Et en fait, l'évidence, elle s'est imposée tout de suite. Je veux dire, je n'avais pas le temps et je n'avais pas les moyens financiers aussi d'aller dans des soins, enfin, des soins alternatifs voulait dire prendre le temps ou alors financer des cliniques à l'autre bout de l'Allemagne, de l'Italie ou de l'Espagne, hein, ce que je n'avais pas. J'avais arrêté mon activité, j'étais au RSA. Et, euh, et donc pour moi, c'était évident, c'était ça. Je le sentais, mais il n'y avait pas de... Tu sais, quand j'ai commencé à partager, parce que j'ai partagé cette expérience sur YouTube, et j'ai reçu plein de messages qui n'étaient pas du tout soutenants. C'était complètement folle, pourquoi tu vas là-dedans? Mais moi, c'était mon choix. Pour moi, c'était ça. Et j'ai bien fait, parce qu'il y a eu une rémission totale, en fait. J'ai effectivement traversé l'enfer, l'horreur. Et derrière, il y a eu cette rémission. Mais je dirais, à travers cet enfer, hein, j'ai traversé des choses absolument apocalyptiques. Et je me souviens d'une vidéo en fait où je témoignais de ça, c'est-à-dire que dans cette douleur la plus extrême, j'ai traversé des moments de béatitude en fait, totale. C'était waouh. Et, et donc j'ai vraiment fait cette expérience de ce truc immuable à l'intérieur, tu sais, où où la douleur elle est complètement transmutée en fait. Enfin, c'est difficile à expliquer. Donc la rémission, et là je me disais chouette, j'ai gagné et tout ça, et puis là la vie elle m'a dit attends ma petite cocotte, c'est pas terminé. Est-ce qu'au moment du choix, quand tu as dit OK pour ce traitement super lourd, très, 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 très invasif et chimique, est-ce que tu as eu l'impression de te trahir ou de trahir une partie de toi dans laquelle tu vivais bien avant ce diagnostic? Alors non, pas sur le moment en fait. Et ni maintenant d'ailleurs, parce que pour moi tout est juste, parce que effectivement, il y a eu une récidive, mais tout a été extrêmement juste. Mais ce que je voudrais préciser par rapport, quand tu parles de conviction, et je dis à un moment donné, effectivement, on peut avoir des valeurs, mais les valeurs, elles sont à l'image de la vie, mouvantes et fluctuantes. Si une conviction se transforme en certitude, on est dans une rigidité de la vie, et en fait, on est dans le contrôle. Donc, c'est ça, en fait, que moi, tout ce que j'ai traversé tout au long de ma vie, et à travers ce cancer, j'ai vécu, c'est à un moment donné, ça vient casser mes certitudes. Ça vient casser tout ce qui est rigide, tout ce qui m'empêche d'être en relation avec moi, avec la vie, d'être pleinement vivante en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité absolue, la vérité n'est pas figée, la vérité elle est à l'image de la vie, elle est vivante, elle est mouvante. Ce qui est vrai à l'instant T ne l'est plus, voilà. Mais en fait non, je n'ai pas eu l'impression de me
trahir parce que c'est pas une décision que j'ai prise avec ma tête, c'est une décision qui s'est imposée à moi, c'était évident et en aucun cas, et même encore aujourd'hui, je ne regrette pas parce que finalement, le cancer, il a disparu et en fait, quand il a récidivé, eh ben, il était suffisamment petit pour que là, je me dise, ah non, je retourne pas dans leur machin, là, je vais prendre le temps. Et là, c'est ce que je fais. Donc j'ai refusé le protocole qui était encore pire que la première fois, c'est-à-dire l'amputation rectum, vagin et utérus, hein, avec une poche à caca jusqu'à la fin de mes jours. Et la fin de mes jours, avec ce type d'opération, bah, c'est à 3-4 ans, quoi. Hein. Oui, oui. Mais avant d'arriver justement sur ce choix de traitement, j'ai une dernière question. Après, je t'embête plus avec le premier diagnostic, promis. Est-ce qu'il y a une part de toi qui a... Parce que peut-être que ça n'engage que moi, mais j'ai l'impression on est plusieurs personnes à l'intérieur à dialoguer les uns avec les autres, à dire non, non, moi je suis la part spirituelle, il est hors de question qu'on fasse ça comme ça. Et puis dans ce conglomérat de personnes à l'intérieur, je pense qu'il y en a une qui est souvent euh, celle qui va représenter la peur. Est-ce qu'une partie de toi a pris cette décision de suivre ces protocoles-là aussi par peur de ce que ça pourrait donner si tu choisissais le côté plus naturellement bien pensant de la force? Non, pas un seul instant. Je te dis, pour moi, ça a été un truc, ça a été foudroyant. C'est ça. Là, j'ai eu une certitude. C'est ça. L'autre possibilité, ça ne m'a même pas effleuré. C'est comme si je n'avais pas le choix, en fait. Je me suis retrouvée face à un non-choix. C'était une évidence. C'était une évidence. C'était ça. Et j'ai pas eu. Ça m'a. Comment dire? Tu sais, c'est un peu comme quand finalement. Il y a eu cette récidive et qu'à un moment donné, on en parlera après, mais je me suis retrouvée confrontée à des parts de moi qu'il a fallu que j'assume. Là, je me suis retrouvée confrontée en fait à des jugements des autres. Alors, mes enfants, eux, étaient rassurés, mais des jugements, j'en ai eu plein parce que déjà, j'avais transformé mon alimentation et moi qui étais pranique, qui était végane, qui était enfin tout ça, je suis arrivée en fait dans un tel état de santé que en fait je ne pouvais plus rien manger et que la seule chose que je pouvais manger, c'était des protéines animales. Et du gras. Donc je suis partie dans une expérience céto-carnivore. J'ai perdu des amis. Parce que quand tu es spirituel, tu ne manges pas de viande. Quand tu es spirituel, tu fais pas de chimio. Quand tu fais, enfin, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'on est quand même dans des trucs. Donc il a fallu, il y a des gens qui ont cherché à me culpabiliser. T'es complètement folle. Ça, je le sais, toute ma vie, hein. T'es complètement folle. Voilà. Mais il y avait un truc, mais je me sentais mais alignée. C'est-à-dire que la culpabilité, mais ça m'a pas touchée, je me suis pas noyée dedans, je me suis pas trouvée victime de quoi que ce soit. C'était mon choix, il était évident, il était voilà, bien ancré. De la même façon que le choix aujourd'hui de refuser les protocoles, mais il est ancré, c'est ce que je disais là dernièrement à une gynéco, là, j'ai fait, mais je préférais crever. Je n'irai pas à l'abattoir, je suis désolée. Mais bon, pour te dire, c'est que par rapport à ce choix de chimio, euh, parce que, et ça c'est vrai pour n'importe quel choix, à partir du moment où tu crois appartenir à une communauté et que d'un seul coup tu fais quelque chose qui n'est pas en cohérence, parce que tu es un être qui a besoin d'appartenir à un clan, mais tu es aussi un être unique et différent. Et donc à un moment donné, à partir du moment où tu fais un choix qui est OK pour toi, mais qui n'est pas en cohérence avec la communauté à laquelle tu appartiens, tu prends le risque d'être banni. Et ça, c'est le chemin de toute ma vie. Moi, j'ai été bannie de ma famille parce qu'à un moment donné, j'ai osé ma parole. J'ai été bannie de tout un tas de groupes, en fait, parce qu'à un moment donné, j'ai osé dire voilà qui je suis. Et il faut une force phénoménale. Je me rends compte que moi, j'ai cette force, mais que tout le monde ne l'a pas. Mais il s'agit de trouver, en fait, un équilibre entre comment être pleinement soi-même tout en appartenant à une communauté. Et on retrouve ce mouvement, on retrouve cette fluidité qu'on doit
C'est-à-dire qu'il n'y a aucun besoin qui doit en nier un autre. Les deux doivent... tous nos besoins doivent être satisfaits. Toutes les parts de nous-mêmes ont des besoins antagonistes, opposés, qu'il faut apprendre à tricoter avec chacun de ces besoins. Parce que moi, finalement, cette communauté, je l'ai retrouvée à travers ma chaîne YouTube, en fait, en partageant. Et puis, bien sûr, j'ai eu des critiques, mais j'ai eu surtout des gens qui m'ont énormément soutenue. Et là, j'ai fait une expérience absolument fabuleuse, c'est-à-dire je peux être moi et rencontrer des gens qui m'en félicitent, qui me disent merci, c'est un super exemple que tu donnes, c'est la plus belle transmission qu'un être humain puisse faire en fait. Mais c'est en effet, c'est le plus gros écueil qu'on retrouve aussi dans la santé au naturel, c'est de retrouver ce dogmatisme qu'on a dans la médecine allopathique classique dans laquelle on baigne depuis un bon siècle. Et c'est vraiment dommage parce qu'en fait, on met deux choses qui devraient servir un bien commun, la santé, alors que les deux sont extrêmement fermés et dogmatiques. Et c'est pour ça qu'au CHU, j'ai très rapidement ouvert à la santé intégrative parce que je me suis rendu compte que c'était impensable et même anti-vie de nier la société dans laquelle nous vivons à l'heure actuelle. On peut, et c'est pour ça qu'en fait, je te reçois avec un grand bonheur sur la chaîne YouTube du Chou, parce que pour moi, c'est essentiel de se rendre compte que beaucoup d'influenceurs du domaine assènent des choses, mais qu'une fois qu'on est en face d'un diagnostic aussi dur à se bouffer que celle d'un cancer ou d'une autre maladie, que là, soudainement, on fait moins les malins. Et que la réalité nous oblige, et surtout par rapport à notre développement de ces derniers siècles, de prendre vraiment tout ce qu'il y a à notre disposition pour servir la vie et le vivant, et pas simplement la vie et le vivant a été déformé au cours de ces siècles. Prenons ces déformations-là en compte et n'essayons pas de revenir à l'origine de l'origine. Celle-ci n'existe plus, en tout cas pour l'instant. Donc pour moi, c'est vraiment important tout ce que tu partages. On arrive au retour du cancer, du diagnostic, du deuxième diagnostic. Là, tu refuses les premières versions, les premiers traitements qu'on te propose. Tu décides de prendre ton bâton de pèlerin puis d'y aller par toi-même. À quoi est-ce que tu as dû faire face par rapport au corps médical quand tu as pris cette décision-là? Alors déjà, tentative d'intimidation, parce que moi, par rapport à la spécificité de mon cancer, enfin de ce cancer, qui est un cancer rare, parce que c'est pas ce type de cancer, c'est un cancer épidermoïde. C'est pas le plus courant qu'on trouve au niveau du rectum. Et moi, en plus, en fait, il est vraiment sur la paroi entre le rectum et le vagin, donc il envahit le vagin. Et d'ailleurs, j'ai appris par la bouche du dernier chirurgien que j'ai vu que pour lui, il n'y avait rien qui prouvait que c'était pas un cancer du vagin qui envahissait le rectum, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont tranché, mais en fait, ils savent pas parce qu'à la base, à l'origine, ils ont trouvé des cellules du vagin dans la tumeur. Ils ont cru que c'était un cancer du vagin. Après, ils ont dit non. Voilà. Et là, donc, mon oncologue, quand elle m'annonce le protocole, elle me dit, je sais, moi je m'effondre. Et elle me dit, oui, je sais, c'est extrême et tout ça. Je lui fais, écoutez, il fait 2 centimètres, mon cancer, pourquoi aller m'amputer? Je veux dire, moi j'ai besoin de prendre le temps, d'expérimenter d'autres traitements. Et en fait, je veux dire, eux, ils ne me proposent rien d'autre. C'est ou l'amputation ou rien. Il n'y a rien. Et donc, en fait, moi, je voulais aller consulter d'autres oncologues, mais dans le domaine de la médecine conventionnelle, quand tu passes par les hôpitaux et tout ça, je ne peux rencontrer aucun oncologue. On m'oriente forcément vers des chirurgiens. Donc, je suis quand même allée rencontrer un autre chirurgien, parce que le premier que j'ai rencontré, il a pris ça vraiment sous la jambe, là, un petit jeune qui n'avait même pas terminé son cursus. Il voulait m'opérer dans les 15 jours. Enfin, voilà. Et là, l'autre,
j'ai rencontré vraiment un homme très intègre, très honnête, avec beaucoup de maturité, qui en avait peut-être un peu ras-le-bol aussi d'envoyer les gens au charbon, où il m'a dit, voilà, il y a avant, il y a après. C'est une véritable, c'est un handicap. Il n'y a plus de vie intime, vie sociale. Voilà. Et puis, pour avoir jeté un coup d'œil sur les forums de personnes qui ont vécu ce type c'est-à-dire hein, les trois amputations, hein, je parle, hein, pas d'une seule, hein, trois amputations, je veux dire, derrière, c'est des souffrances terribles. Et donc, il m'a dit, on ne peut pas vous proposer autre chose, c'est les limites de la médecine. Il a été très, très sincère, très autonome, et il m'a dit, on ne pourra pas faire cette opération sans vous. Et je lui fais, bah ça, moi, c'est pas compliqué, j'ai juste l'impression de imaginer de faire cette amputation. Pour moi, c'était accepter d'être violée, c'était accepter d'aller à l'abattoir, et puis c'était à un moment donné sur le plan symbolique, et là ça a été très très fort par rapport à toute mon histoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, mon intime, il a été bafoué dans mon enfance, et là on vient me fermer tous les trous de l'intimité. Et là, pour moi, c'est mais hors de question, quoi, tu vois. Et c'est vrai que depuis déjà l'année d'avant, parce que j'ai pas fait que la chimio et la radiothérapie, hein, j'ai tout de suite mis en place, surtout que moi c'était mon domaine, comment dire, d'intérêt, donc le décodage biologique, hein, donc, qui ne consiste pas seulement à aller comprendre le sens de la maladie, mais à aller vraiment rencontrer les cellules, rencontrer, puis libérer les traumas, libérer les croyances, libérer, donc il y a eu vraiment tout un parcours. Mon oncologue ne m'a pas lâché tout de suite, mais là, elle me dit que si fin août, effectivement, je continue à renoncer, bon, pour l'instant, c'est elle qui m'organise les scanners et qui me fait des ordonnances en lien avec. Mais là, elle me dit, après, bon, moi, je ne pourrais pas continuer à vous suivre parce qu'en fait, le, le, la médecine conventionnelle, elle vous suit que si vous acceptez les protocoles. Sinon, bah, vous allez crever ailleurs. Voilà, donc là déjà, je sais que c'est une perle rare parce qu'il y a beaucoup de témoignages qui disent que, en fait, à partir du moment où tu dis non, voilà, tu t'es éjecté. Moi, là, elle comprend en tant que femme, peut-être, elle comprend que effectivement c'est extrême, que c'est voilà, que ça demande quand même réflexion et tout ça. Et donc moi là, je me suis retrouvée face à un gouffre, à un vide. C'est que, où est-ce que je vais, qu'est-ce que je fais, tu te retrouves, en fait, tu te rends compte que, alors que moi j'aurais aimé pouvoir trouver des personnes ressources, une petite équipe de médecins, de soignants, de personnes qui puissent me soutenir, tu vois, m'apporter des repères, et là la vie elle me dit, aucun repère, le seul repère c'est toi, ton intuition, ta vérité intérieure. Donc tu te retrouves toute seule. Donc voilà, je me retrouve toute seule. Et avec un grand challenge, c'est-à-dire me faire confiance. Et faire confiance à quelque chose de plus grand que moi à l'intérieur de moi. Quelque chose qui me guide. Et là, ben, je me suis sentie craquelée en fait. Je me suis sentie craquelée et à faire cette espèce de yo-yo. C'est-à-dire que c'est vrai que, comment dire, si on ne suit pas les protocoles, se soigner en France, c'est hyper difficile. Moi, j'ai fait le choix, sans rentrer dans les détails, hein, de suivre un protocole qui n'est absolument pas reconnu en France, dont les remèdes ne sont pas trouvables en France. Donc, c'est un véritable parcours du combattant pour arriver à trouver les remèdes et tout ça. J'ai été voir une naturopathe. Enfin, petit à petit, j'arrive à rencontrer quand même des personnes sur mon chemin qui vont m'aiguiller. Mais là, c'est pareil, il s'agit de faire du tri. Parce qu'en fait, je me rends compte que chaque médecin est un peu dans ses protocoles perso, même si tu es en santé naturelle. À un moment donné, voilà, j'ai trouvé une naturopathe, la spécialité, c'est les maladies chroniques, elle n'est pas spécialisée dans le cancer, hein, si tu veux, mais déjà tout ce qui était le terrain inflammatoire, voilà, qui a nourri finalement l'émergence de ce cancer.
Mais je me rends compte qu'elle a ses protocoles et que je veux dire, je ne suis pas un protocole, je suis désolée, je ne suis pas un protocole. Et donc il s'agit toujours d'apprendre à jongler en fait, hein, puis d'être toujours euh, en connexion avec soi. Et c'est hyper difficile parce qu'à un moment donné, je veux dire, acheter tous les compléments alimentaires qui vont venir soutenir l'immunité, qui vont venir soutenir le stress chronique, qui vont venir combler les carences, etc., avec des produits de qualité et qui sont assimilables par le corps, ça coûte la peau du cul. Se payer des séances de soins énergétiques, naturopathes, enfin, tous des soins qui vont permettre à un moment donné d'agir. Je dirais même que je préfère ce type de soins que de prendre des pilules, tu vois, parce que là, au moins, on est dans le lien, on est dans le. Mais ça coûte la peau des fesses, quoi. Et donc, en fait, si tu veux te soigner toi-même, euh, voilà, continuer le décodage biologique, enfin, pouvoir payer finalement des professionnels qui vont pouvoir t'accompagner. Ça coûte énormément d'argent et c'est là où à un moment donné, je me retrouve épuisée, j'épuise mes économies, je me retrouve seule et là, je craque, en fait, je craque et je suis connectée complètement, non plus à cette foi qui m'animait depuis le départ, mais à la peur. Il y a quelque chose, tu vois, qui à un moment donné, c'est j'en peux plus et je craque et je craque. Et là, je n'arrive plus à voir rien du tout. Et c'est là, à un moment donné, ben, pareil, je m'effondre. Je suis tellement fatiguée que j'en peux plus et que des fois, je me dis, hop, allez, on s'en va. Euh, J'arrête de me battre. Et ça, c'est la grande erreur parce qu'en fait, il n'y a rien à battre. Il n'y a rien à combattre en fait, il y a juste à assumer, à assumer. Ces craquages, ça fait partie du processus et donc je m'effondre. Et là, une idée qui arrive, sur ta chaîne, tu as une chaîne YouTube, tu fais un appel à soutien. On en parlera justement un petit peu après, parce que sous la vidéo, je vous l'ai pas dit, mais je vous ai mis deux surprises. Une où vous allez pouvoir prendre et une autre où vous allez pouvoir donner. La première, c'est que je vous offre à tous ceux qui ont visionné cette vidéo, le magazine qu'on a fait sur le cancer, justement, qu'on a fait l'année passée sur le cancer. Il est en téléchargement gratuit là-dessous. Alors faites-vous plaisir, allez-y, explorez. 120 pages n'étaient pas assez. Donc je pense aussi pour ça que je continue à creuser dans le sujet. Et puis l'autre, c'est on vous offre l'opportunité d'aider Marie. Il y a le lien pour sa cagnotte juste là-dessous. Et si le lien par hasard est fermé, c'est que Marie n'en a plus besoin et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Donc avant d'arriver à cet appel à don, euh, il y a il y a deux, en fait, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que quand tu as pris la décision de suivre le côté, plutôt le côté naturel, ce qui te drainait avant le premier diagnostic, est-ce que tu as dû, d'une certaine façon, te préparer aussi à la mort? Parce que c'est une prise de risque que tu prends. Oui, mais en fait, si tu veux, pendant le protocole que j'avais subi avant m'y avait vraiment préparé. Ok. À un moment donné, et puis tu sais, moi, la mort, je la côtoie. Cet art de naître et de mourir à soi-même, à un moment donné, tu vois, c'est lâché. Si tu crois que c'est la fin des haricots, ça y est, allez. Et puis, tu n'as même plus de force pour te battre. Et en fait, parce qu'on croit toujours qu'on doit se battre, mais non, non, il n'y a, y a pas à se battre. La plupart du temps, il y a à lâcher prise, à assumer et à se laisser mourir, en fait. À se laisser mourir. Et donc, du coup, oui, à un moment donné, c'est regarder toujours la mort et la vie, en fait. Je dis, pour moi, il y a pas la mort et la vie, en fait, il y a la vie. La mort, c'est ce qui vient inscrire le tempo de la vie. Ça fait partie du processus vital. Donc, mais l'idée à un moment donné, de faire face à cette possibilité-là, oui, mais toujours, c'est toujours pareil, en fait. C'est quelque chose qui est théorique puisqu'on ne le connaît pas. Donc, je peux me projeter en disant, quitte à crever, peu importe. Voilà, ça reste qu'une idée parce qu'en fait, tu n'y es pas. Et en fait, dans le processus
dans lequel je suis invitée en fait à aller pour garder en fait ma cohérence, mon alignement, elle m'oblige finalement à faire l'expérience de cette mort à travers le chaos émotionnel, à travers la peur qui d'un seul coup vient me traverser, à travers euh, enfin, tout ça, c'est d'un seul coup. Je traverse des trucs et je me sens tellement seule. Et même si j'ai des amis et puis des enfants qui sont très soutenantes, et si tu veux, tu vois, il y a quelque chose voilà, qui. Et donc, là, finalement, je fais cet appel à soutien. Et là, l'expérience que je fais, elle est juste mais magique. Parce qu'en fait, dans l'appel à soutien, j'explique ma situation, j'explique ce que je traverse. Et à un moment donné, je craque. Du coup, là, tu vois, il y a l'émotion qui revient aussi. Et je craque. Et en fait, je m'aperçois que finalement, avant de faire mes vidéos, tout le temps, même quand je traversais des tempêtes, j'attendais que ça aille mieux pour faire bonne figure. Que finalement, cette image de moi soit forte, soit battante. C'était quelque chose que j'entretenais. Et que c'était relié, et ça je l'ai compris après la vidéo, c'est-à-dire si tu montres un visage de quelqu'un qui pleure, ceux qui ne savent pas en face que finalement les larmes sont des perles d'amour et sont une force inimaginable, ils vont venir te juger, ils vont venir te dire que tu n'es pas crédible en fait. D'ailleurs, j'ai eu des commentaires dans ce sens-là. J'ai eu aussi plein de gens qui ont dit merci. Et en fait, je craque, je bats les masques. J'aurais pu couper le truc au montage. J'ai dit non, laisse, toujours pareil, une voix qui me dit non, laisse-le, laisse-le. Et là, d'un seul coup, je me rends compte que en fait, j'ai besoin d'être vivante. Ben, comme je disais tout à l'heure, sur le bout des doigts, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des cheveux, et qu'à un moment donné, c'est Marie qui rit, Marie qui pleure, Marie qui a peur, Marie qui est en colère, et que toutes ces émotions, elles sont vitales, elles sont importantes, et que face à la caméra, peu importe l'émotion qui sort, je suis vivante, je suis quelqu'un qui est hypersensible, c'est ma nature, et je crois bien que c'est la nature de l'être humain, hein, et, euh, et que, et que c'est ça, c'est se connecter pleinement à cette hypersensibilité qui nous rend vivants. Et c'est parce qu'on peut se connecter à cela qu'on se connecte aussi à nos besoins et à notre élan de vie, en fait. Et, euh, et cette expérience, en fait, finalement, où je fais un bas les masques, c'est-à-dire que jusqu'à présent, j'expliquais les processus, mais c'est la première fois que je le vivais en direct. Tu es hypersensible aux autres. Ces autres-là, dans tes autres, dans tes tiens, à toi, il y a tes enfants. Il y a des personnes qui te sont extrêmement proches. Est-ce que ils sont rentrés dans l'équation, dans ta prise de choix, dans les deux, en fait, dans les deux protocoles que tu as décidé de suivre? Est-ce qu'ils rentrent dans cette équation-là? Ouais, total. Mes enfants, ils ont été rassurés sur le premier protocole. Et puis, mes enfants me connaissent, ils savent ce que j'ai traversé. Et en fait, ils me font confiance. Et ils ont complètement accepté le deuxième protocole. Et Ouais. finalement, à travers finalement ce que j'ai, enfin ce protocole, cette errance créative dans laquelle je suis pour trouver mon chemin, et finalement, bah, je cherche. Je deviens pleinement acteur de ma santé, je trouve plein de choses, et donc je le partage avec ma communauté YouTube, mais aussi avec mes enfants. Du coup, ça les interpelle, ça permet de comprendre chez eux certains symptômes. Ah bah tiens, telle piste, et puis du coup, eux-mêmes, ils se positionnent en chercheurs, parce qu'en fait, c'est ça, en fait, il faut, je veux dire, l'invitation est de redevenir responsable de soi, de sa santé, et de ne pas déléguer, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ne jamais accepter un diagnostic comme étant la réalité. Mais là, quand tu as une reprise de responsabilité concrète, comment toi tu le vis et tu l'abordes? Bah, en fait, je m'aperçois qu'on n'a absolument pas la liberté de se soigner. Moi, j'ai fait franc jeu, j'ai expliqué et j'explique aux médecins ou aux oncologues que je côtoie le traitement que je fais. Ils ne connaissent pas. Et ils me renvoient toujours à je ne peux vous inviter qu'à vous faire amputer.
J'ai vu une gynéco dernièrement et je lui dis: «Ah bon, parce que vous, on vous propose cette triple amputation et vous dites, oui, amen, allez-y». Ce qu'il faut savoir, c'est que suite à la chimiothérapie, il y a eu plein d'effets secondaires dont on m'avait pas prévenu et dans lesquels je patauge encore. Notamment, j'ai fait des cholécystites à répétition tous les 8 jours, ce face à quoi ils m'ont proposé, l'opération, que j'ai refusée. J'ai soigné ça en 2 séances d'acupuncture et en 3 séances de décodage biologique, hein. Voilà, donc j'ai toujours ma vésicule. Mais en fait, je veux dire, ça s'arrête tout. Il t'ampute, il t'ampute, il t'ampute, il t'ampute, jusqu'à faire de toi une coquille vide, mais à un moment donné, mais en même temps, comment dire, c'est aussi une réalité qui va se loger jusque dans l'éducation que notre culture nous inculque, puisque en fait, on est coupé de notre corps depuis la naissance, puisqu'on ne nous apprend pas, on a diabolisé les émotions. Et on ne nous apprend pas à développer cette conscience corporelle. Donc si on n'a pas cette démarche personnelle, on ne peut pas la développer et on reste complètement comme des nourrissons géants, dépendants à une autorité extérieure en fait, hein. Mais Et le problème, Marie, c'est que là, il te retire ton pouvoir responsable de choix, ton pouvoir global sur ta personne, mais ne prennent pas leur responsabilité non plus, parce qu'on pourrait quand même s'attendre d'un professionnel, par exemple, ne serait-ce que de s'intéresser à ce que tu lui partages, pour voir si par hasard, il ne serait pas passé à côté de quelque chose. Mais non, les 10 années qu'il a passées sur les bancs de la fac, c'est voilà, parole d'évangile, il n'y a que ça qui existe. Et c'est malheureusement un constat qu'on fait tous, c'est qu'il y a qu'une toute petite part des professionnels de santé adoubés par le système et autorisés et, par tous les politiques, etc., qui, qui est réellement passionné par ce qu'elle fait, puis qui va chercher un peu plus loin. Là, tu te retrouves avec des gens qui ne savent pas de quoi tu parles, mais ne vont pas s'y intéresser et te répètent comme une petite machine, comme un automate, non, non, madame, c'est l'opération ou rien. Mais en fait, tu vois, moi je me rends compte que moi j'ai affaire dans ces cas-là à des espèces de robots. Et c'est des gens qui sont dans un chemin de vie qui est le leur et que peut-être un jour ils vont se réveiller et faire le nécessaire pour s'humaniser. Mais c'est des robots et que en fait, ce que je dis tout le temps, hein, c'est la contrainte est créative et qu'à un moment donné, selon les choix que je vais selon les choix que je vais poser, que je vais faire dans ma vie, il y a comme un chemin qui se dessine, quoi. Et dans ce chemin, ben, je finis par finalement rencontrer les bonnes personnes. Des personnes qui vont me donner, tiens, un petit renseignement là, un petit renseignement là, un petit, voilà, avec lequel je tricote. Je sais, moi, que quand je vais dans la médecine conventionnelle, traditionnelle, j'ai 98% de chances de rencontrer un robot. Donc, si j'ai besoin d'y aller parce que j'ai besoin d'une ordonnance, j'y vais en conscience. Après, il y a aussi dans la médecine conventionnelle des gens humains, des gens intelligents. Le problème, c'est qu'ils sont souvent surbookés et inaccessibles, donc c'est difficile d'avoir des rendez-vous. Mais bon, là, j'ai trouvé quelqu'un, mais à l'étranger, donc il ne faut pas hésiter aussi à aller à l'étranger. Et puis moi qui ne parle pas anglais, bah, il faut que je trouve des francophones. Mais on arrive. Mais la contrainte rend créative. Et, et, et c'est vrai qu'à partir du moment où on fait un choix qui est vraiment... parce que si on doute, s'il y a quelque chose qui doute, eh ben, on va se retrouver avec des situations floues et c'est là où on va rencontrer des gens qui vont chercher à nous faire culpabiliser, qui vont... à partir du moment où on est vraiment dans un choix aligné avec une espèce c'est comme une épée de feu qui tranche, tu vois, où tu es vraiment aligné, c'est ça, ben là, du coup, tu rencontres des situations très claires en fait. Enfin, en tous les cas, moi, c'est mon expérience. Et donc, je sais que si je vais voir des personnes dans la médecine conventionnelle, je n'attends rien d'eux sur le plan humain et même de compréhension de mes choix et de... tu vois. Et par contre, je rencontre petit à petit, et c'est là où il s'agit de développer la foi, prendre le temps, et puis de rester humain, je veux dire, s'autoriser à craquer, s'autoriser à être, s'autoriser à montrer ses larmes. Moi qui ai montré au monde entier combien j'étais forte, et ben là, en fait, il se retrouve à une Marie qui passe par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, quoi.
hein, qui est simplement vraie et vivante. Avant de faire le point sur un peu bah, où tu es actuellement, euh, en sachant que tu n'es pas encore sorti de l'auberge, à l'heure actuelle, si tu dois regarder en arrière, quel a été le moment le plus difficile pour toi? Bah, le diagnostic du cancer. Le premier diagnostic, donc. Premier diagnostic, parce que en fait, ça m'a vraiment mis face à moi-même et face à ce choix drastique qui n'avait pas été clairement posé en fait. Est-ce que tu veux vivre ou est-ce que tu veux mourir? Lors de la récidive, c'est pas compliqué. J'ai été invitée à me rendre en Côte d'Ivoire parce que ma fille, elle se mariait là-bas, donc tout frais payé, un mois en Côte d'Ivoire. Mon avion était le 18 au matin et je faisais l'IRM le 17 après-midi. Et donc là, mon oncologue, elle me dit, vous pouvez pas partir. Je l'ai regardé, j'aurais dit. Tu vois, je lui ai pas fait, mais T'es parti alors ou pas? bien sûr que je suis partie. Oui, oui, je suis partie et en fait, j'ai commencé à mettre en place des traitements parce que j'étais partie avec des produits. Donc, je tairai le nom parce qu'il ne faudrait pas que la vidéo soit supprimée. Non, J'ai mais en fait, c'est comme on l'a dit, hein, c'est qu'on veut pas du tout partager un protocole ni quoi que ce soit. On reste. J'ai commencé à me traiter là-bas. Je suis partie parce que je crois que si je partais pas, ça allait accentuer ma descente aux enfers. Donc, à un moment donné, le côté psychique, il est hyper important. Le côté bien-être, le côté être soutenu, le côté. Et ma fille qui arrêtait pas de me dire tu es ma priorité, tu dois être ta priorité. Enfin, je veux dire, mes enfants, ils m'ont beaucoup appris. C'est-à-dire que grâce à eux, finalement, grâce parfois à leurs engueulades, tu vois, je me suis rendu compte qu'il y avait des endroits où je me faisais passer en second. Et je ne les avais pas vus parce que c'était sur des plans subtils. Donc, la dimension psychique, elle est hyper importante. Je ne sais pas du tout là où je vais. Je sais juste que là où je suis, là et maintenant, ça a besoin de respirer, d'être vivant. Et en fait, nul ne sait, ne connaît l'heure de sa mort. Et puis si je ne meurs pas d'un cancer, peut-être ça sera d'un accident de la route. On n'en sait rien. En fait, c'est profiter de la vie là où elle est, à l'instant présent. La vie n'est que là, dans l'instant présent. Et, et comment dire, en fait, moi je m'aperçois, parce que ça c'est vrai, ce que je viens de te dire, c'est vrai avec cette épreuve que je traverse, mais combien de fois les choses que j'avais construites et mon système de sécurité intérieure a été remis en cause. Et c'est normal, parce que c'est la vie, parce qu'on n'aspire pas aux mêmes besoins de sécurité quand on est nourrisson que quand on est adolescent, que quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Enfin, voilà. Oui, mais la remise en question, on sait que c'est pas automatique dans notre programme, que beaucoup souhaitent trouver une forme d'alimentation, une forme de vie, une forme de conviction, une forme de soin et l'appliquer tout au long de sa vie. Tout le monde veut la solution magique alors que le confort devient inconfortable quand on y reste trop longtemps et qu'on nous sommes des êtres de développement et de vie. Puis la vie, c'est le développement et le développement parfois amène à la mort. Et puis voilà. Et je sais plus qui c'est d'ailleurs. Si vous le savez, mettez-le en commentaire. Mais quelqu'un disait que la mort était le moteur de la vie, que le fait de savoir que on allait mourir. En fait, c'est ça qui nous donnait envie de vivre. Je sais plus qui c'est qui parlait de ça. Si vous le savez, je Moi, laisse. je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit que c'est la mort qui donne le tempo, mais en fait, c'est Ah ça. oui. Alors, C'est- alors, tu le dis, je le dis, mais quelqu'un d'autre l'a dit avant nous et puis est reconnu pour ça. Voilà. Donc, si vous avez le nom, vous le mettez en commentaire. Ça me ferait plaisir de vous lire. Actuellement, t'en es où au niveau de ta santé? Oui, juste avant de répondre à ta question, c'est parce qu'en fait, je l'ai développé aussi quand j'ai parlé du chaos. Hmm. Le chaos, c'est la mort. Donc, c'est ça. Non seulement c'est notre moteur, mais c'est notre guérisseur, en fait. C'est notre Hmm. maître, notre guide. J'en suis où de ma santé? Alors, ben, pour le coup, eh ben, j'ai pu bénéficier des premiers dons qui sont arrivés sur la cagnotte. Là, moi, ça m'a
une grande bulle d'oxygène. Et puis il y a des personnes qui m'ont appelé, avec qui j'ai pu échanger, qui sont venues témoigner de processus de guérison, de connaissances qu'ils avaient. Il y a une professeure de yoga qui m'a proposé des cours adaptés, parce que je faisais du yoga, mais j'ai dû arrêter parce que c'était plus des cours de muscule que des cours de yoga. Et que c'est vrai que j'ai une énergie qui est quand même pas au top. Et j'ai pu me payer des soins, soins énergétiques, enfin des choses. Et là, depuis une dizaine de jours, là, de jour en jour, j'ai vraiment cette sensation, hein, que c'est comme si mon corps était un poumon vivant qui était complètement froissé, tu sais. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui s'ouvre et qui pétille. Mon énergie est de nouveau là, c'est-à-dire que j'étais incapable. Le matin, en général, j'ai de l'énergie, l'après-midi, ça devient catastrophique. Et là, en fait, depuis quelques jours, j'arrive à traverser les journées d'une meilleure façon. Après, je vais me coucher très tôt, je me lève très tôt. En général, à 9h, je suis dans mon lit, hein. Et voilà, et donc là j'ai l'élan de vouloir repartir sur les routes, voilà, d'aller dans la rencontre avec les autres, en sachant que je fais en lien avec mes limites, en fait, c'est toujours dans le ressenti, hein. Je veux dire, j'ai quand même besoin de ressourcement, de solitude, je suis quand même quelqu'un d'assez solitaire. J'adore ma solitude, mais j'adore le lien, et j'adore la rencontre, et j'adore l'inconnu. Le dernier scanner, ça m'a parlé d'une augmentation de la tumeur. En même temps, ça faisait qu'un mois et demi que j'avais commencé les différents traitements. Donc je pense qu'il faut un peu plus de temps. C'est ça en fait, hein, qui m'a fait faire cet appel à soutien, parce que je me suis dit mais il faut vraiment que je mette voilà, tous les moyens pour, euh, bah, pour, euh, pour me soutenir en fait. Et, euh, Et en fait, c'est vrai que cet appel à soutien que je fais aux autres, en fait, c'est comme si, en fait, parce qu'en fait, l'autre, ce n'est que soi, hein. C'est comme si je me donnais les moyens, finalement, à travers les autres, de venir me soutenir moi-même, et de créer une réalité, en fait. C'est-à-dire que c'est-à-dire que des fois, on va attendre de la, que la réalité soit créée à partir des autres, ou à partir de l'au-delà, ou à partir de. Mais non, elle se crée à partir de soi-même. C'est qu'est-ce que je peux faire pour me venir en aide. Et parfois, c'est simplement demander. Mais demander aux autres, pas forcément en bon Dieu. Moi, je pense qu'il est là, de toute façon, et qui nous insuffle des idées de génie, quoi. Est-ce que t'en veux quand même un petit peu à ce système de t'avoir abandonné un peu dans ce chemin, sur ce deuxième diagnostic? Mais en fait, c'est très paradoxal, parce que finalement, je vois que il y a une part de moi qui peut développer beaucoup de colère par rapport à tout un système, et en même temps, c'est le jeu de la matrice. C'est-à-dire qu'il y a quand même une acceptation, et c'est vraiment ce dans quoi je suis profondément aujourd'hui. C'est arrêter de me débattre pour chercher à changer un système qui est inchangeable. C'est un égrégore. Et qu'à un moment donné, il s'agit de soi-même tirer son épingle du jeu, de comprendre les lois, les règles du jeu. Et ces règles du jeu, ben, je l'ai développé, hein. C'est notamment arrêter de voir le chaos comme étant quelque chose de négatif, mais quelque chose de positif, et qui permet ce processus de métamorphose, et qu'à un moment donné, on est tous là en fait à jouer des scénarios. Tu sais, moi je fais de l'astrologie, donc je vois bien comment chacun est différent, je vois bien ce que chacun a travaillé, les conditionnements, il y a les conditionnements collectifs, et puis il y a ceux individuels, mais à un moment donné, on ne peut pas changer un égrégore collectif. On peut s'en détacher et être en relation avec, mais on ne peut rien changer en fait. Cette matrice, elle n'est pas changeable. C'est pas parce qu'on voit, on comprend, que ça nous dispense de vivre l'expérience. Donc en fait, à chaque moment, on peut être dans cette double posture. On est en même temps et dehors et dedans.
Et en fait, on peut pas se dispenser du dedans, quoi, parce que sinon, ben, on se décorpore, on meurt. L'expérience est nécessaire à la vie et le paradigme de l'être humain et la biologie dont il est porteur fait qu'il fait partie d'une matrice qui fonctionne sur le mode proie et prédateur. Et c'est le jeu de la vie, c'est comme ça. Tant qu'on n'assume pas notre dimension de prédateur, quelque part, moi en tous les cas c'est le chemin que j'ai fait, il a fallu que je reconnaisse ma propre violence, et là où moi j'étais aussi un prédateur, parce qu'en fait, je veux dire, on est là, et nous sommes des êtres qui avons besoin de manger. Alors après, on peut s'amuser à mettre des échelons, des échelles de valeur. C'est pas la même chose de manger un bœuf ou une carotte, mais je veux dire, quelque part, peu importe, je veux dire, on tue le vivant pour se nourrir. Dès lors qu'on a besoin de se nourrir, euh, voilà. Alors après, on peut toujours aller fuir dans. J'ai eu une expérience pranique, hein, et je crois que la conclusion que j'en ai tirée, elle est très 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 loin de tous ces gens qui traînent là-dedans. D'ailleurs, je trouve que c'est devenu un vrai truc commercial. C'est encore s'amuser avec la crédulité des gens. Mais en fait, oui, on peut fuir dans l'idée que voilà, il est possible de vivre sans manger, mais qu'est-ce qu'on fuit? Qu'est-ce qu'on fuit quand, Mais, quand mais Marie, je pense que tu es d'accord avec moi, on peut fuir dans la spiritualité, on peut fuir dans l'alimentation, on peut fuir partout, partout, partout. Et je pense que nier une partie de ce qui existe dans ce monde, c'est une forme de fuite et c'est se couper de la vie. Je disais l'autre jour, la meilleure façon de faire changer de monde, c'est déjà d'oser ne pas lui ressembler. En tout cas, dans ton cas, tu as vraiment osé ne pas lui ressembler et faire à ta sauce. Euh, Évidemment, on te souhaite mais plus que tout le meilleur. Si tu devais en tirer un conseil ou donner un conseil à une personne qui, à la base, avait des convictions très proches, bah, celle du chou, tu vois, ou de toi il y a 10 ans en arrière, et qui se retrouve face à un diagnostic aussi tel, quel conseil tu lui donnerais à cette personne? bah, en fait, je veux dire, alors peut-être que j'emploierai pas le mot de conseil, mais peut-être une chose, c'est le fait que la vie est vivante, qu'elle peut prendre plusieurs couleurs, plusieurs formes, enfin voilà, qu'elle est vivante, qu'elle est mouvante, et que en fait elle cherche. Ouais, c'est peut-être ça. Alors c'est que c'est une éternelle remise en question en fait. C'est ne pas hésiter à s'ouvrir à l'inconnu et à remettre en question nos certitudes. C'est ça. Ça c'est vraiment quelque chose d'assez universel. Ne pas, ouais, oser se remettre en question, oser sortir de nos certitudes, oser sortir de nos croyances, oser être fragile, parce qu'en fait c'est pas de la fragilité, c'est de la sensibilité, c'est oser la vulnérabilité en fait. Euh, ouais, c'est ça. Mm. Et je me permets, parce que je viens de passer aussi un truc qui a challengé aussi mes valeurs, mes convictions et tout ce qui va avec. Récemment, voilà, moi, j'en suis presque totalement sorti là. C'est ce que j'écrivais dans le magazine numéro 48. Je me mettais en question, c'est est-ce que servir le vivant, c'est s'accrocher à des convictions ou utiliser tout ce qui est à notre disposition pour le faire perdurer et le faire continuer? Je vous laisserai la réponse. Marie, c'était un plaisir de t'avoir avec moi pendant 2 heures. Alors, alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais on est sur YouTube, mais il n'y a pas 2 heures de vidéo, c'est normal parce que la version totalement uncut, elle est sur l'espacement, sous la vidéo, là, tout de suite, vous avez de quoi soutenir Marie avec le lien pour sa cagnotte. Si la cagnotte est fermée, c'est que Marie va bien, qu'elle en a plus besoin, qu'importe où elle se trouve, comprendra qui peut.
Et je vous offre aussi le magazine qu'on a créé sur le cancer en téléchargement. Donc allez-y, téléchargez-le, faites-le tourner, partagez-le autour de vous. C'est une belle piste de réflexion. On ne vous a pas donné de protocole, c'est une chose qui est absolument voulue parce qu'on est là pour questionner, comprendre, réfléchir afin de vous permettre de faire vos propres choix. Car il n'y a que celui-ci qui compte. Est-ce que vous choisissez d'écouter ou pas la personne en blouse blanche? Aucun des deux est une meilleure réponse que l'autre. Mais la meilleure réponse que vous pourrez vous donner, c'est celle que vous vous donnez. Marie, je te laisse le mot de la fin. Bah écoute, merci de m'avoir donné la parole sur ta chaîne, comme tu disais si bien au début. Voilà, c'est une boucle de 8 ans voilà, qui s'est refermée ou qui se réinitialise peut-être avec d'autres projets derrière, on ne sait pas, c'est l'aventure. Et c'est un moment tout à fait passionnant, intéressant, voilà. Et moi qui ai l'habitude d'être plus dans le rôle de l'animateur, ben, je me suis sentie très, très, très à l'aise. Et faut dire que tu es quelqu'un qui a une grande capacité d'écoute et d'accueil. Alors, si mes amis regardent cette vidéo, oui, je peux écouter, même si je vous coupe tout le temps la parole. Hein, les gars, vous voyez, je ne suis pas... c'est pas ma qualité première d'écouter, mais j'aime dans ça, surtout avec des personnes comme toi. Marie, tu reviens au chou quand tu veux. Comme je t'ai dit en début de vidéo, tu es ici chez toi et à la maison. À vous tous, prenez grand soin de vous. Vous prenez pas le chou, mais lisez-le. Je vous embrasse plein très fort et puis je vous redis à très très vite dans une prochaine vidéo. Merci Marie. Si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Birthright for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles, il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ?